je remercie les connaissances, parce qu'il y en a que je n'ai pas vues depuis le siècle dernier. Alors, j'ai eu du mal à trouver un thème cette année, tellement il y en a. Alors, l'Alsace-Bossu, Skrum, mine de rien, on voulait en faire un dépotoir une année. C'est un endroit où il ne se passe jamais rien, où il n'y a pas grand-chose, à part une autoroute qui traverse, il n'y a aucune grande ville. Bon, on verra au fur et à mesure. Et pourtant, il y a une nature qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Alors, ce qui est intéressant, c'est de la découvrir. Et souvent, on va à l'autre bout de la planète pour se rendre compte que chez soi, c'est drôlement bien aussi. Alors, le thème de ce soir, la nature qu'on aime tant et dont nous avons tant besoin, c'est le thème que j'ai proposé parce que je suis un peu spécialiste des abeilles, mais pas de l'abeille mellifère domestique. Moi, j'ai pas de ruche, mais les autres abeilles, on a 500 espèces en Alsace, hein, donc vous voyez, il y a du travail si on veut toutes les découvrir. Mais cette nature dont nous avons tant besoin m'a fait penser à un livre qui a été écrit par un Suisse, Michel Tournier, un médecin, qui soignait des gens qui étaient déracinés, c'est-à-dire des gens qui partaient à la ville, qui avaient un nouveau métier et qui tombaient malades. Et il se rendait compte qu'il suffisait pour les guérir, le seul médicament qui existait pour eux, c'était de les remettre dans l'endroit d'où ils sont partis. Et ça, c'était il y a à peu près de 50 ans. Michel Tournier, pour ceux qui le connaissent, qui a écrit un livre, L'homme et son lieu. Il a soigné les gens à cause de ça. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce qu'un Australien, on a beaucoup parlé de la nature en Australie ces derniers temps, un Australien va sortir un livre, on en parlera tout à l'heure dans le diaporama, qui lui aussi, on avait marre de la vie moderne, de la vie en ville, même en Australie, et il a décidé de revenir sur ses terres d'enfance. Et quand il est revenu sur ses terres d'enfance, tout avait disparu. D'où la déprime, la dépression, et pareil, donc il est tombé malade. On en reparlera. Voilà, donc le thème de ce soir, je l'ai choisi par rapport à ça. Alors, l'Alsace-Bossu, il y a encore de la nature, mais si on n'y prête pas attention, d'un seul coup, il n'y en a plus. Parce que de plus en plus, le paysage est réservé aux bétonneurs, les champs c'est réservé aux agriculteurs, la forêt aux sylviculteurs, les animaux aux chasseurs, les poissons aux pêcheurs. Et dans tout ça, c'est l'océan qui récolte le plastique, etc., etc., etc. C'est donc le thème de ce soir. Alors, l'Alsace-Bossu, je vais quand même en parler un peu. Elle est caractéristique, elle est caractérisée surtout par ses paysages. Ça, je viens de vous le dire. Et vous avez à Lorenzen, la maison des paysages. Hein. Ces vergers qui ont été créés pendant comment on appelle ça, de 1870 à 1918, c'était le Reichsland, hein, je crois. Et donc, l'Alsace était le verger de toute l'Allemagne. Donc, on a planté, et tous les arbres que vous voyez, poiriers, pommiers, surtout couettiers, datent de cette époque. L'Alsace-Bossu, c'est aussi de l'eau et des rivières. On n'y prête pas attention, mais il y a encore des poissons dedans, et ça, c'est bien. L'Alsace-Bossu, c'est aussi des forêts, 2 sortes de forêts. L'une qui pousse sur le calcaire, le Schlumbayerwald par exemple, hein, et l'autre forêt, du côté de la Petite Pierre, plus sur le grès ou derrière Button. Donc vous avez 2 immenses forêts. Et bien sûr, tout le patrimoine au niveau faune, flore, champignons qui concerne donc cette région. Il y en a des grands, il y en a des petits. Mais tout ce patrimoine, on va le décliner maintenant avec les images. Alors, 10 raisons avant de commencer pour aller dans la nature, comme ça je vous donne déjà le but de ma soirée, vous pouvez rentrer de suite, mais bon, je vous réserve quand même les belles images après.
10 raisons pour aller dans la nature. Alors, les raisons pour aller dans la nature, c'est à tous les âges. On oublie souvent d'y associer nos enfants et nos petits-enfants. La nature stimule l'activité physique. Les médecins commencent à le prescrire. Courir, sauter, grimper, pédaler, on se reconnecte à nouveau au réel. Développe les sens, écouter, sentir, toucher, voir, goûter. Suscite les émotions et les souvenirs, on se sent bien. On crée une empathie avec le vivant, avec ce qui nous entoure. On aère les poumons, l'esprit, et du coup on renforce ses défenses immunitaires. Le saviez-vous? On se socialise, on y joue, on crée des contacts et on respecte ce que l'on connaît, ce que l'on ne connaît pas. Et c'est hélas le gros problème de notre civilisation actuelle. On ne connaît plus ce qui vit dans la nature. Et cerise sur le gâteau, dans la nature, tout est gratuit. Voilà, donc place aux images. Alors l'Alsace-Bossu, c'est où? Alors ici, on n'a pas besoin de vous le dire, vous y êtes. Hein, mais pour beaucoup de gens, pour beaucoup d'Alsaciens, ils n'y sont jamais venus. Quand on n'a rien perdu ici, on n'y vient pas. Alors c'est, comme je le disais, c'est une succession de paysages, de collines, de vallées, de forêts, de haies. Alors, je peux vous donner les lieux au fur et à mesure, si ça vous intéresse. Donc ça, c'est la cuvette de Macvillers. L'Alsace-Bossu, c'est la seule région d'Alsace où les Vosges, la ligne bleue des Vosges est à l'est, alors qu'ailleurs, en Alsace, la ligne bleue des Vosges est à l'ouest. Alors, c'est un endroit où les villages ont souvent 2 églises, 2 paroisses, 2 confessions, catholiques et protestantes, et cela depuis la Réforme. Donc l'Alsace-Bossu, on le sait au niveau histoire, s'est tourné vers l'Alsace, surtout à cause du protestantisme. Alors vous avez reconnu, c'est le village de Veyer, oui. Donc la fameuse tour ici. Attendez, je vais faire ça encore autrement. Voilà, comme ça vous verrez encore mieux. C'est un endroit où il n'y a pas de grande ville, comme je l'ai dit, et composé d'une 60aine de villages. Les puristes vont même jusqu'à 67 pour symboliser le chiffre. Alors c'est des gens qui sont venus après la période de la peste d'un peu partout, avec des clochers pointus, des clochers en forme d'oignon, et de nombreuses fleurs avec toute la corde de papillons et d'insectes qui vont avec. Attention cependant. Alors pourquoi j'ai mis ça? Vous voyez, quand on commence à voir des arbres comme ça tout seuls, avec des grandes surfaces, la tendance est grande à uniformiser tout ça. Et on sait très bien, l'Alsace, donc dans la plaine d'Alsace, le long du Rhin, on sait que là où il y a ça, il n'y a plus un ver de terre, il n'y a plus un insecte, il n'y a absolument plus rien. À part tout ce qu'on y met dans le sol pour que ça pousse. Veillons donc à garder cette nature dont nous avons tant besoin. C'est pour quand le Symbiocène? Durant l'Anthropocène. Alors, c'est des mots qu'on utilise, les aires géologiques, etc. Et quand l'homme est apparu, on appelle ça l'Anthropocène. Anthropos, c'est en grec, ça veut dire homme.
donc l'ère de l'homme. Et l'homme, il s'accapare les paysages, il s'accapare l'eau, il s'accapare les surfaces, il s'accapare le climat, il s'accapare absolument tout. Pourtant, tout est lié. Tout est lié. Et quand je dis symbiocène, je dis surtout dans l'anthropocène, tout part de l'homme, et après on a la pyramide qui descend jusqu'à la toute petite fleur. Et dans le symbiocène, c'est la petite fleur qui est sur un cercle où se trouve également l'homme, et où tout le monde est solidaire et dépend les uns des autres. Alors j'ai mis cette photo pour vous expliquer un peu. C'est un champ de blé, et dans ce champ de blé, il y a un liseron qui pousse autour d'un épi de blé. Heureusement, parce que l'abeille qui vient butiner, elle n'aurait rien trouvé d'autre, pour vous montrer que tout est lié. Alors j'ai fait différentes actions avec les écoles, et l'an passé, j'ai été surpris par les prestations et les productions des enfants qui étaient franchement plus en avance pour la protection de la nature que certains de leurs parents. Et un des panneaux qui a été fait par un groupe d'élèves s'intitule « Cauchemar, j'ai rêvé que la nature avait disparu ». Imaginez-vous, du jour au lendemain, en Alsace-Bossu, il n'y a plus de nature. À quoi ça peut bien ressembler? Au début, on aura ça. On se promènera dans des choses qui sont belles aussi, à la limite. Mais il n'y aura plus de chants d'oiseaux. Il n'y aura plus de bourdonnement d'abeilles. Tout sera stérilisé et apporté par des intrants, c'est-à-dire tous les produits qu'on met dans le sol pour que les plantes puissent s'épanouir. Mais seulement une variété de plantes. Et j'ai bien peur qu'après l'anthropocène, ça sera l'ère de l'obscène. Voilà donc une nature qui a disparu. Alors c'est des photos que j'ai faites dans la ville de Nantes. Exposé au centre-ville, un artiste s'est lâché et a recouvert une des grandes places de Nantes avec plein de gravats, et il a mis ses maisons et ses bonhommes. Les maisons toutes pareilles, les bonhommes tous pareils. Donc on mange tous la même chose, on s'habille tous de la même chose, de la même façon, on vit tous au même rythme. Quand la nature aura disparu, ça sera comme ça. Et on vous dira exactement ce qu'il faudra faire. Et si vous ne faites pas comme ça, voilà. Vous ferez comme ce bonhomme-là, ou celui-là. Alors, est-ce que c'est ça qu'on veut? Les Indiens disaient, quand le dernier arbre sera coupé, le dernier poisson pêché, l'homme blanc devra bien se rendre compte qu'on ne peut pas vivre que d'argent. Je voulais revenir un peu sur l'image d'avant. Si vous regardez bien, ça a été fait l'an dernier. Il y en a deux qui n'avaient pas de masque. Donc ceux-là, ils étaient déjà condamnés, ils étaient malades, c'était plus la peine d'en avoir. Et tous les autres portent des masques. Alors je sais pas, il y a un pays en ce moment où c'est comme ça. Il paraît qu'ils viennent même en France pour se ravitailler. Maintenant, ils ne peuvent plus, ils ne peuvent plus sortir ni rentrer. Mais est-ce que c'est ça qu'on veut? Alors je vous ai parlé d'un livre qui va sortir, qui s'appelle Earth Emotion. Pour l'instant, il est en anglais. Les éditions des Liens qui libèrent. Glenn Albrecht en est l'auteur. Et le livre développe, je l'ai expliqué ici,
ce sentiment de désolation, de détresse, comme pour la perte d'un proche, causée par la dévastation de l'environnement naturel, tout en étant chez soi, qui provoque des troubles chroniques, etc., eczéma. Chez chacun, c'est différent. Donc, cet homme a écrit ce livre à la suite donc de ce qui lui est arrivé. Donc, en revenant chez lui, pensant retrouver une belle nature, il n'y avait plus rien. Alors, si 99,99% des gens respectent la nature, il suffit d'un qui ne respecte pas, et voilà, c'est le Capharnaüm, c'est pas normal, et qui va ramasser ça, et ça traîne, et chaque objet en appelle un autre. Donc là, il y en a un qui a déposé, après un autre. Je vous rassure, tout a été ramassé, je ne dis pas où c'est. Et n'a-t-il pas que ça s'est reproduit? Que fait l'État? Que fait la police? Que fait la gendarmerie? Ben oui, ils n'ont pas que ça à faire. Alors ça, c'est un pays où il n'existe pas de ramassage de déchets, parce qu'il n'y en avait pas. Alors ce n'est pas un pays africain, c'est un pays européen, qui fait partie de la communauté européenne même, et les gens... le plastique envahit tout, que ce soit des vieilles bottes, des vieilles télés, des vieilles brouettes, des vieux seaux, on trouve de tout. Et ça pollue pendant des décennies, voire des siècles. Alors les crapauds ont commencé à bouger. La première chose que font les mâles, c'est de trouver une belle femelle pour pouvoir s'accoupler et aller pondre des œufs dans la mare. Seulement quand il n'y a plus beaucoup de femelles, parce qu'il y a un problème de fertilité, on ne sait plus si c'est des mâles ou des femelles. Enfin, toujours est-il que ces mâles, ils ont trouvé quelque chose d'intéressant, une balle de tennis comme femelle, je ne sais pas, bref, sans commentaire. En Alsace, la plupart des cigognes ne migrent plus parce qu'elles restent là où il y a des décharges. Parce que là, il y a à manger tout l'hiver. Et il y a des rassemblements de centaines, voire de milliers de cigognes qui ne partent plus en Afrique comme il fait beaucoup moins froid. Et elles ont à manger tout l'hiver à ces endroits. C'est en Alsace, hein? Donc là, vous voyez, c'est enterré pour des siècles. Le plastique a une vie très longue. Certains disent qu'il faut le brûler, ça ramène moins des calories, mais ça dégage aussi pas mal de choses dans l'air qui ne sont pas très bonnes. Ça, en Alsace-Bossue, on ne veut pas non plus. Pourtant, ça existe. Au détour d'un chemin, voilà. Alors, c'est une décharge qui a une quarantaine d'années. Ça fait 40 ans que je la connais, et elle est toujours comme ça. Et en général, c'est des vieilles mares, des vieux ruisseaux, des endroits qui ne sont pas trop loin de la route, où il est facile de jeter. C'est vrai qu'entre le dire et le faire, il y a la mer, disent les Bretons. Alors si vous allez un jour à Quimper, vous voyez partout par terre qu'il ne faut pas jeter les mégots, ne rien jeter, parce que dès qu'il pleut, ça va dans le caniveau, et le caniveau est relié à la rivière, et ça atterrit à la mer. Donc c'est enfoncé dans les pavés du centre-ville, un peu partout. Et en Alsace-Bossue, c'est exactement pareil. On jette par terre, que ce soit les mégots, on les jette par la fenêtre,
c'est la nature qui a qu'à s'en occuper. Donc ça atterrit forcément dans la rivière et après à la mer. Quand on perd le lien avec la nature, on la détruit. Alors je ne vais pas accuser les paysans, les agriculteurs et les exploitants agricoles, bien qu'ils n'aient plus de contact avec la terre non plus. Autrefois, moi, avec mes grands-parents, mes parents, on marchait sur la terre. Aujourd'hui, les exploitants agricoles, ils sont très hauts sur leurs tracteurs, ils ne sont plus en contact avec la terre. C'est les machines qui sont en contact. La relation est changée. Donc on a ce genre de paysage, très joli. L'énergie est fournie par le vent. Et le reste, ça vient par le ciel, par les avions, on verra plus loin. Alors ça, c'est des images qu'on voit fréquemment en Alsace-Bossue aussi. C'est vrai que les arbres existent toujours, certains en mauvais état, mais produisent quand même. Les fruits ne sont pas perdus, servent aux chevreuils, aux hérissons, aux oiseaux. Dommage. Ils sont bio, c'est vrai qu'ils ne sont pas tous pareils. Et cette année, on aurait eu un grand besoin d'en avoir. Hein. Enfin, l'année dernière. Alors ça, c'est une image forte que j'ai composée avec deux images. Une image d'autoroute et une image des Alpilles, où vous avez cette montagne qui fait comme un ogre qui va manger quelque chose, et j'ai fait aller l'autoroute, bien sûr, là-dedans. Alors, l'Alsace-Bossue n'est pas encore impactée par le trafic routier, le gros trafic routier strasbourgeois, mais le proverbe dit « Qui sème la route récolte le trafic ». Il faut le savoir, hein. C'est toujours comme ça. On a besoin de surface, les arbres gênent, le champ de maïs il est trop petit, si on veut des subventions plus grandes, il faut agrandir. J'ai appris par un exploitant agricole qu'on lui avait supprimé une partie des subventions parce que par le satellite, la communauté européenne lui avait enlevé la surface des arbres. Donc, au Conseil de l'Europe, il y a quelqu'un qui retranche les surfaces d'arbres et donc les surfaces en herbe et agricoles également. Qu'est-ce qu'a fait le paysan? Il a tout simplement arraché tous ces arbres pour avoir de nouveau la totalité de sa subvention. Encore un autre proverbe qu'il faut s'inscrire derrière les oreilles. Moi, j'arrête pas de le dire aux Alsaciens parce que c'est un démon chez eux. Hein. Il faut que tout soit propre, nickel, pas une fleur. Tout est droit, stérilisé, aseptisé. Là, on est content. Mais une nature propre est impropre à la vie. Alors, vous voyez, il y en a certains qui, les chemins qui vont dans les champs, les haies sont taillées 1 mètre de haut, 20 cm de large. Mais les oiseaux, qu'est-ce qu'ils vont manger durant l'hiver? Les graines qui étaient là-dedans, les baies qui étaient là-dedans. Et après, pour nicher, on ira où? Alors souvent, au gars, quand je lui demande pourquoi il fait ça, il a dit parce que je dois le faire. Il a dit oui, mais pour la nature, c'est un non-sens. Je dis les oiseaux peuvent plus nicher, peuvent plus se nourrir. La première chose qu'ils nous disent, c'est la forêt est assez grande. Ils auront assez de place là-bas. Seulement, en forêt, il y a certaines espèces d'oiseaux. Dans les haies, il y en a d'autres. Ce n'est pas les mêmes. Et donc, la biodiversité diminue. Alors, la question, vous le voyez à la télé, dans les médias, dans les journaux, comment sortir de ce système marchand et individualiste qui détruit tout? Voilà où on en est arrivé. Hein. Et on le fait fonctionner, moi aussi, hein, bien sûr.
Alors, ce que j'ai constaté aussi, c'est qu'on a beaucoup de discussions, de débats, de congrès, on approuve, on décide, et d'un seul coup on ajourne, et on se rend compte qu'il faut encore une fois ajourner, parce qu'il faut consommer, avec un N ici, il faut consommer, produire toujours davantage. La pollution, l'environnement et la nature sont toujours censés attendre, hélas. Alors comment opérer cette transition écologique? Alors là, ça a commencé. On n'a pas de pétrole, mais on a du vent, donc l'énergie, on la tire du vent. Il y a du soleil aussi, on aurait pu mettre des panneaux solaires, ça existe aussi. Et comme la terre est très fertile dans ce pays, tout se fait par avion. Les semis et tous les produits qu'il faut mettre dans les cultures viennent par avion. Hélas, il n'y a plus de haies, plus d'arbres, plus d'eau, plus rien. La vie disparaît. Est-ce que c'est la beauté du monde qui sauve? Est-ce que c'est la beauté de la nature qui sauvera le monde? Ça a été le grand leitmotiv des écologistes il y a quelques années. On sauvera la nature parce qu'elle est belle. Eh bien, ça ne marche pas. Après, on s'est dit, je cherche ma feuille. Faut pas que je mélange tout non plus. Devant tant de beauté, de diversité, de richesse, le patrimoine à transmettre aux générations futures. Ouais. Non, j'ai pas besoin de lumière, ça va. Finalement, ce slogan a été abandonné, mais bon, moi j'estime qu'il est toujours valable. Hein. Alors on s'est dit combattre le réchauffement climatique en gardant tout ce carbone stocké dans ces forêts. Voilà donc la deuxième leitmotiv, et puis finalement ça ne marche pas non plus. Hein. Donc la nature continue d'être saccagée, les forêts coupées aux quatre coins de la planète. Alors on s'est dit, on va trouver autre chose. Alors on a trouvé que dans cette nature il y avait énormément de plantes, et avec toutes ces plantes, énormément de variétés qui permettent de soigner, de guérir, de faire des recettes, des nouveaux médicaments. On s'est dit, là, il y a de l'argent à faire, mais je vous dis, donc c'est le leitmotiv qu'on a actuellement, mais même ça, je pense que ça ne servira à rien, ça continuera. Et j'ai même l'habitude de dire que les paysages que nous avons sont à l'image de ce qu'on a dans l'assiette. Nos paysages sont tributaires de ce qu'on mange. Eh ben oui. Donc le beau est plus utile que l'utile, c'est Victor Hugo qui disait ça déjà au siècle dernier. Et pourtant, on a fait un plaidoyer donc pour la biodiversité, un hymne à la beauté de la nature, une charte éco-citoyenne respectée de tous. Où est-ce qu'on en est? On verra. Hein. Cet arbre, je pense que la plupart des gens le connaissent. C'est le chêne de Riemsdorf, ouais. Donc c'est une relique aussi, il y en a qui adorent le patrimoine historique, mais le patrimoine naturel, j'allais dire, est tout aussi respectable. Alors quelques arbres. Un vieux poirier, 250 ans, et pourtant il donne encore des poires. Un cerisier. C'est vrai qu'on les aime pas comme ça, on les aime bien droits. Et quand ils poussent comme ça, en général, on les coupe. Et pourtant,
Alors en Alsace-Bossue, on a souvent mis les arbres au sommet des côtes parce qu'il y faisait beaucoup moins froid que dans le fond de vallée où les fleurs risquaient le gel. Mais la plupart des arbres sont vieillissants et gênent l'agriculture. Alors ça, c'est aussi un arbre vénérable. Pour la petite histoire, il est donc sur le banc de Veillère, celui-là. C'est aussi un très très vieux poirier. Encore un vieux poirier, ça c'est du côté de l'Or. Vous allez croire que je sors que l'hiver et que les jours où il y a du givre. Mais je me balade aussi avec des bottes le long des cours d'eau, dans ces vieux saules qui sont aussi en fin de vie parce que ça monte, ça monte, ça monte. Coup de vent, surtout quand il y a des feuilles, et hop, l'arbre se casse en deux. C'est pas grave, à l'intérieur, il y a souvent un autre arbre qui pousse, et parfois même un autre arbre. Donc là, vous avez une viande qui pousse à l'intérieur d'un saule qui est complètement creux à l'intérieur. Bien sûr, les fruitiers ne sont pas toujours remplacés. Et les vieux saules, qui servaient autrefois à faire des paniers, voilà, ils sont un peu différents maintenant. Alors pour ceux que ça intéresse, c'est du côté de Bettviller. Le petit ruisseau qui va de Bettviller à Rexines. Alors on a parlé du Costa Rica avant avec Gilbert. Il a dit oh là là, c'est fabuleux là-bas. Alors le bout du monde et le bout du jardin contiennent les mêmes merveilles. Ça, il faut le savoir. Et beaucoup de gens d'Alsace-Bossue le savent. Ehrfurcht vor dem Leben, le profond respect admiratif devant le vivant, c'est d'Albert Schweitzer. Il a eu le prix Nobel en 1952, je crois, parce que c'était son leitmotiv. Le profond respect admiratif devant le vivant, que ça soit son voisin, que ça soit un Africain, que ça soit une araignée ou une fourmi. Alors l'oiseau qui est au-dessus, c'est un tarier-pâtre. C'est un oiseau qui est encore relativement commun en Alsace-Bossue. Souvent, il se met sur les pieds de parc et il niche au sol. Il niche au sol dans les fossés, le long des routes. Des petites routes, bien sûr. Allons faire un tour du côté de l'eau. Jusqu'à ce que la douleur le lui enseigne, l'homme ne sait toujours pas quel trésor est l'eau. L'eau que vous buvez au robinet, est-ce qu'elle est analysée correctement? Est-ce qu'elle a le bon pH? Est-ce qu'il n'y a pas trop de nitrate? Bonne question, hein? Je sais que dans les journaux, là, en ce moment, on parle de tout ce qu'on trouve dans l'eau, 500 polluants différents, en pleine d'Alsace, hein? Pourtant, l'eau, c'est la vie. Alors, ceux qui aiment se balader le long de l'Eichel, où il y a quelques cascades, vous trouverez cet oiseau. C'est un oiseau qui se nourrit au fond des rivières. Il vole sous l'eau et au-dessus de l'eau. Et il vole sous l'eau pour chercher, pour aller au fond. Le merle d'eau, le simple plongeur. Dans les forêts, il y a quelques étangs, toujours intéressants. Des petits, des mares. C'est souvent des repères pour ceux qui cherchent des champignons, pour ne pas se perdre. C'est pas très profond, mais c'est rempli de crapauds,
de salamandres pour la reproduction, de tritons, de grenouilles évidemment. Été comme hiver, c'est des endroits, moi en tant que solitaire, j'aime bien me retrouver. Avec le réchauffement climatique, bah oui, il faut presque aller en haut des montagnes maintenant pour avoir de la neige. Alors elle n'est pas d'aujourd'hui, hein, elle est de l'an passé cette image. La vallée de l'Iche toujours dans la vallée de l'Iche. Le long des petits ruisseaux, quand il fait bien froid, ça vaut le coup d'aller voir où l'eau gèle. C'est là que se rassemblent les oiseaux aussi pour boire, et où on peut trouver des traces de mammifères également. C'est vrai que ce genre de paysage, c'est désolation, mais c'est pas désolation du tout, hein. C'est l'hiver, c'est comme ça. Quand on arrive au printemps, il y a des fleurs partout, il y a la vie partout. Même si les arbres sont morts et cassés, ils contiennent la vie. L'eau peut encore circuler à gauche, à droite. Elle n'est pas canalisée. Et on assiste à ce genre de décor. Bien sûr, c'est fragile, hein. Et vous pourrez vous promener partout. Partout, il y a des choses à faire, à voir. Le spectacle est garanti 24 heures sur 24 et du 1er janvier au 31 décembre. Un pont qui est connu, hein, en Alsace-Bossu, c'est celui de Abolskirchen, bien sûr. Alors la vallée de l'Eichel, du côté de Lorenzen. L'eau, c'est la vie. Et les oiseaux aussi ont besoin de boire, comme nous. Les grenouilles aussi ont besoin d'eau pour se reproduire. Essayez de vous souvenir quand vous avez vu la dernière grenouille. Essayez de vous souvenir quand est-ce que vous avez vu les derniers bleuets dans les champs d'orge et de blé. En Alsace-Bossu, il y a certains exploitants agricoles qui se mettent au bio. Et alors on retrouve, comme par magie, des paysages qui avaient disparu, des fleurs qui avaient disparu, qui réapparaissent. Comme quoi, hein, la nature, elle nous en veut pas. Hein. Alors une fleur qu'on trouve dans le Piémont, sur le calcaire, une orchidée, céphalanthère rouge, très belle fleur, qui pousse dans les sous-bois. Elle n'est pas commune, comme celle-là. Celle-là, tout le monde la connaît. Il n'y a pas une haie sans un églantier. Et une haie qui se respecte a ses églantiers. Là, vous voyez donc les graines, comme elles sont distillées par la brise et le vent, qui les sème partout, des épilobes. Alors, il suffit qu'on touche, là, quand c'est mûr, c'est comme pour la balsamine, on touche, ça éclate, et puis les épis s'envolent, quoi. Enfin, les graines s'envolent, c'est très léger. Je pense que quand vous sortirez d'ici, vous allez aimer l'hiver, je ne sais pas comme moi, parce que moi j'adore quand il fait froid,
mais le froid a du bien aussi. Pour le photographe surtout. Aussi bien que les belles couleurs de l'automne. Le fusain, qu'on trouve dans toutes les haies. L'églantier, évidemment, avec son manteau d'hiver. En été. Alors, avec le réchauffement climatique, on aura de plus en plus de huppes dans notre coin. Donc elle niche déjà du côté de Petersburg. On la voit déjà régulièrement depuis pas mal d'années. Et près d'un églantier, en fleurs, il y a des bourdons. Et la huppe, pour ne pas se fatiguer, elle se perche à côté de l'églantier, elle attend les bourdons et au fur et à mesure qu'ils passent, elle les mange. Bon, c'est la nature, hein. Et derrière, c'est des coquelicots. Le coquelicot est une plante qui est un indicateur de non-nitrate. Donc il n'y a pas eu de nitrate à cet endroit. Et donc il peut prospérer. C'est une plante pionnière, elle pousse là où la première a poussé, comme on dit. Et souvent, on constate qu'elle pousse au bord des champs, là où on n'a pas mis assez de nitrate. Alors que dans le champ, on en a mis, là, il n'y a plus de coquelicots. Celle-là, on l'a déjà vue. Alors, il y a 2 collines à orchidées très intéressantes en Alsace-Bossu, parce qu'on y trouve pratiquement une trentaine d'orchidées différentes sur l'année. C'est le Morsberg, dont j'ai parlé déjà avant, et le Rehberg à Veyer. Alors le Rehberg appartient en partie au Conservatoire des sites depuis maintenant pas mal d'années. L'orchis pyramidale, hein. Donc voilà. Dans toutes les haies qui se respectent, vous avez des épines noires. L'épine noire, Schlever en alsacien, hein. La prunelle. Alors c'est bourré de vitamine C, hein. Vous pouvez en manger autant que vous voulez, vous arrêterez avant parce que c'est très âcre. Et le noyau est presque aussi gros que la prunelle. Mais bon, c'est à goûter. Et quelques belles fleurs, comme les pulsatiles, qui poussent sur le calcaire, côté de Burbach. Et une fleur qu'on trouve un peu partout, qui n'est pas commune du tout, la corydale. C'est cette fleur bleue qui attire, c'est une des premières fleurs au printemps, avec les anémones, qui attire les premiers insectes. Très, très commune en Alsace-Bossu, ainsi que celle en dessous, la gagée, qui est une fleur qui est menacée au niveau européen et qui est protégée au niveau européen. En Alsace-Bossu, on la trouve presque partout. Donc, encore un signe que la terre dans laquelle elle pousse, c'est une bonne terre. Le clin d'œil du photographe, hein, moi j'ai trouvé ça dans la vallée de l'Iche. Une vieille casserole, ça sert toujours à faire de la bonne popote. Ben là, ça a servi à faire des fleurs rares, quoi. Voilà la gagée des prés de près. Ces étoiles, donc, qui poussent, il y en a qui poussent sur les terrains plus secs, d'autres les terrains plus humides, il y a plusieurs sortes, qu'on peut différencier par la forme des feuilles. Voilà, donc ça risque encore de nous arriver. Oh, le Sletsrum. On a la douceur en janvier, et puis quand ça sera le mois de mars, on aura la neige. Ça arrive. Allons faire un tour du côté de la forêt. Alors des forêts aussi magiques, majestueuses, où on trouve le plus grand pic d'Europe, le pic noir. La taille d'un gros corbeau, hein. Bien sûr,
Il lui faut des grands arbres, des grands hêtres, des grands chênes, des grands pins. Et je me fais toujours un plaidoyer pour les arbres morts. On n'est pas obligé de toujours tout enlever. L'arbre mort reste vivant encore très longtemps et enferme la vie de nombreux animaux. Encore un arbre que les forestiers n'aiment pas, le bouleau. Un arbre pionnier, donc quand on fait une coupe rase, le premier à sortir, c'est le bouleau et le pin. Le bouleau ne sert à rien, ça ne se vend pas, bois de chauffage non plus. Pourtant, c'est un arbre très intéressant. En voilà un qui a plus de 100 ans, qui a 4 troncs, et par sa majesté, enfin, il n'a pas été coupé. Alors voilà un bouleau en hiver. Les hêtres ont des feuilles qui sont brun foncé, autrement dit pas très belles, par rapport à celles du bouleau, qui ont gardé un peu de chlorophylle et de jaune. Vraiment, ça fait joli dans le décor. Quelques belles images. Alors les feuilles de hêtre, comme toutes les autres feuilles, quand l'eau passe dessus, il y a un produit dans les feuilles qui est phytosanitaire, comme on dit, qui fait que pas d'autres plantes ne germent, qui arrête la germination des autres arbres, par contre accélère celle des faines de hêtre. Tout est prévu dans la nature. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir des forêts variées, mixtes, des conifères, des feuillus, des grands, des petits, différentes essences. Alors en hiver, en automne, c'est toujours un plaisir quand on a ces palettes en forêt avec toutes ces couleurs. Voilà un cerisier qui avait 1, 2, 3, 4, 5 branches, en pas très bon état, mais bon, il a réussi à subsister. Alors je ne sors pas seulement en hiver, je sors aussi en automne, et j'aime bien sortir quand il y a du brouillard, c'est vrai. Quand le vent a collé la neige contre les troncs, ou même qu'elle a été seulement saupoudrée dans les sous-bois. C'est vraiment une invitation à aller se balader, à en prendre plein les yeux. Un bon médicament, contre la grippe, hein, évidemment, à condition d'être pris régulièrement. Encore ces différentes essences entre feuillus, conifères, mélèzes, etc., etc. C'est la variété et la diversité qui fait le spectacle. L'uniformité, rarement. Toujours encore, la diversité des grands, des petits, des sapins, des épicéas, des mélèzes, des chênes, des hêtres, des charmes. Saupoudré avec un peu de neige, et ça, sur le pas de la porte, à condition de sortir, évidemment.
Là aussi, j'ai pris une photo toute bête. Alors je me suis dit, tiens, un sorbier. Celui-là, il va avoir des sorbes, ça va intéresser les oiseaux. Un épicéa, un hêtre, un gros, un petit. La nature, c'est tout cela. Elle combat l'uniformité. Toujours l'hiver. L'uniformisation peut être belle aussi. En noir et blanc cette fois. On gomme toutes les couleurs et on s'attache aux formes. De temps en temps, il y a des ratés. Hein. Les feuilles sont là et la neige aussi. Les saisons sont plus marquées comme autrefois. Avec le mois de janvier très doux, les bourgeons sont partis et puis il suffit qu'il fasse de nouveau chaud la semaine prochaine. Ça va débourrer et après un coup de neige et puis on aura ce genre d'image. Ou celle-là, il ne pleut pas, mais le givre est là. Tous les matins, il fait froid. Demain matin, par exemple, les endroits des fonds de vallée où il y a des brouillards, vous aurez du givre sur les arbres. Alors qu'en altitude, il n'y en aura pas. Et la magie de l'automne dans nos forêts. Difficile d'aller à côté. Et ça, c'est tout près de chez vous. Hein. Chaque village a sa forêt. Ces saisons, été comme hiver, le spectacle de la nature, je disais, il est permanent. Alors il ne s'agit pas d'être ébahi, de s'arrêter tous les 30 cm, mais bien, chaque promenade, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant aujourd'hui? C'était un rayon de soleil. Le givre des arbres dans le ciel, les feuilles d'automne. Ou tout simplement se balader parmi les fougères. Alors évidemment, il faut se détiquer ensuite, comme on dit. Hein. Donc inspection systématique et jamais remettre les mêmes habits. Sinon, il y a de quoi prendre le tournis à un moment. Alors c'est des images faites dans le vent. Hein. C'est des pauses longues dans le vent. Ça bouge. Un peu, pas beaucoup. Alors l'automne c'est pareil, hein. Parfois l'hiver arrive avant l'automne, la neige arrive avant l'automne. L'année dernière, j'ai fait des belles photos de neige le 22 novembre. Je me suis dit, waouh, 22 novembre, déjà des belles neiges. Enfin, belle neige, il y avait 5 cm, quoi. Qu'est-ce que ça va être en décembre, janvier, février? Et finalement, on n'a rien eu encore, depuis. Alors, Alsace-Bossus, c'est aussi des gens qui sont proches des animaux. Alors, proches, pas seulement du chien et du chat, hein, mais proches aussi de tout ce qui est animaux de la ferme. Il y a pas mal de gens qui ont des chevaux de labour. Ça s'est pris du côté de Diddendorf et de Veyer. Il y a des fermiers qui ont des vaches. Alors ils appellent encore leurs vaches par des noms, alors que dans beaucoup d'endroits, les vaches n'ont plus de noms, elles n'ont plus que des numéros. Vous les voyez sur les oreilles. Hein.
Alors, en Alsace-Bossu, c'est phénoménal, on trouve même du rhinocéros. Alors, je ne sais pas si celui-là a été déterré comme fossile. Bon, je sais qu'il y en avait avant que l'homme n'existe, hein. Mais celui de Burbach, bon, maintenant il est dans un état un peu moins bien. Je me suis dit, tiens, je vais la récupérer. Une vieille image que j'ai faite en passant à Burbach de ce rhinocéros. Pardon. Alors en Alsace, on ne voit plus d'hirondelles. En Alsace-Bossu, il y en a encore. Alors ça, c'est pas une hirondelle, c'est un martinet, mais bon, c'est de la même famille. Donc préservons nos hirondelles. Les hirondelles, elles ont besoin de l'hospitalité d'une grange, d'une étable. Hein, voilà. Donc si on calfeutre tout, si on ferme tout, elles ne savent plus où aller non plus, donc elles vont plus loin. Et elles disparaissent. Martinet, pareil. Les bergeronnettes aussi. Hein, donc ça, le long des ruisseaux, c'est commun. Moi, je dis toujours aux gens, il ne faut pas tuer les oiseaux, surtout les bergeronnettes, ça mange tous les moustiques. Le jour où il n'y en aura plus, vous aurez plein de moustiques. Les oiseaux qui profitent donc des baies en hiver, que ce soit de l'églantier, ici de la viande ou du sureau, ils ont aussi besoin de vivre. Le jour où on enlève tout ça, les oiseaux disparaîtront aussi. Pourtant, c'est joli. Quand on voit l'enthousiasme pour les mangeoires en hiver, le spectacle et le ballet que ça procure, toujours intéressant de les voir. Une manière de les connaître et de les reconnaître. Se promener le long des mares, des ruisseaux. Alors d'habitude, ça démarre début mars, quand il y a la saison des nivéoles, là, justement, et des perce-neiges. Mais là, ça a déjà démarré maintenant. Hein, donc même là, les crapauds, je sais pas, ils ont commencé leur migration. Autrefois, les chardonnerets allaient dans le sud, migraient. La plupart ne migrent plus et restent chez nous l'hiver. Parce qu'il y a assez à manger, il y a assez de mangeoires, il y a assez de graines. Et surtout, il n'y a plus de neige et donc ils trouvent à manger tout l'hiver. Et quand vous allez en forêt ou ailleurs, sachez que vous êtes toujours chez quelqu'un et qu'il y a toujours quelqu'un qui vous observe. Vous n'êtes jamais tout seul. Et le voisin n'est pas toujours celui qu'on croit. Un couple de faucons houbreaux. Alors c'est des faucons qui mangent énormément d'insectes et qui chassent aussi les hirondelles quand il y en a, les chauves-souris le soir, et qui nichent donc dans ces vieux saules en haut, parce que souvent il y a une branche morte qui sert d'affût et d'envol, et on en trouve encore pas mal. C'est un tout petit faucon, hein, il n'est pas grand, hein. Il est plus petit que le faucon cresserelle. Faucon cresserelle, c'est ça. C'est celui qui mange les campagnols et les souris dans nos prairies et qui fait du surplace au-dessus de l'autoroute. On se demande parfois pourquoi. Et grâce aux haies, on trouve énormément de fauvettes. Alors la fauvette, c'est l'oiseau typique de nos haies. La fauvette grisette, et qui, d'un poste d'affût, pareil, dès qu'un insecte passe, il est attrapé. Alors pour faire ce genre d'image, il faut trouver le poste d'affût de l'oiseau. Une fois que vous l'avez trouvé, il faut attendre. Sans qu'il vous voie, hein, bien sûr, hein, donc il faut se cacher aussi. Alors, est-ce que vous avez entendu parler du passage du lynx en Alsace-Bossu? Alors, on est en relation avec les gens du parc et par Christelle Scheid,
pour ceux qui la connaissent, qui fait le suivi donc, de la réintroduction des 21 lynx dans le Palatinat, et qui ont tous donc un collier GPS. Et la difficulté qu'ils ont, c'est d'attraper des lynx dans le Jura, vivants, ou en Tchéquie, ou encore ailleurs, et de les ramener vivants. La difficulté, c'est de les attraper vivants. Et ils en ont attrapé donc dans le Jura, un qu'ils ont donc relâché du côté de Zweibrücken, pour ceux qui connaissent. Et le lynx, la première chose qu'il a faite, il a pris la direction ouest-sud et il a longé l'autoroute pour retourner dans le Jura. Et pour retourner dans le Jura, il n'a pas pris les Vosges du Nord ni la forêt, il a pris vraiment le long de l'autoroute qui va de Sarreguemines jusqu'à Phalsbourg, et après, bon, lui, il a filé, mais droit vers le sud, vers le Jura, pour retourner apparemment chez lui. Bon, je vous rassure, il y en a d'autres qui se sont installés, bien sûr, dans le Palatinat, mais la quiétude des Vosges du Nord font qu'ils s'installent aussi, de préférence, dans nos coins. Alors, Vosges du Nord, ça va du côté de Wissembourg, c'est donc loin, mais ça peut aller jusque du côté de Button, c'est la même forêt, hein. On ne sort pas de la forêt, c'est la même forêt. Et c'est un animal surtout de forêt et de lisière de forêt. Il se nourrit, les chasseurs ne l'aiment pas trop, hein, il se nourrit essentiellement de chevreuils. Et dans le Jura, il se nourrit là-bas de chamois, hein, et de chevreuils aussi. Bon, il faut savoir qu'on peut tomber dessus. Je sais qu'il y en a un autre qui s'est installé du côté de Niederbronn, où j'habite. Voilà, donc, fait partie du décor. Beaucoup plus commun et présent depuis toujours. On est une des régions d'Europe, je dis bien l'Alsace-Bossu, hein, donc le parc régional des Vosges du Nord, est une des régions d'Europe où il y a le plus de chats sauvages. Bien sûr, il y en a qui s'hybrident avec les chats domestiques, mais la souche chat sauvage est encore très bien présente ici. J'en ai ramené quelques-unes, des images. Donc vous constatez que je passe beaucoup d'heures dehors, et pas seulement sur mon vélo, mais aussi planqué à l'affût avec un filet de camouflage sur la tête, et j'attends. Souvent la vie s'installe quand on est passé, et quand on est planqué depuis 1 heure, la vie reprend, et on peut revoir donc ce genre d'image. Et si vous faites un peu de bruit, si vous sifflez un peu, un chat sauvage, ça l'intéresse toujours. Il se dit, ça, ce truc, c'est peut-être bon à manger. Donc, bien présent. Et bien sûr, la compétition pour tout ce qui tombe des arbres, pour les granivores. Le jet aime bien les noix, le pic aussi. Et l'un a piqué la noix à l'autre. Ça arrive. Hein. Alors les corvidés, les jets, les pies, les corbeaux, ça se porte très bien en Alsace-Bossu. Hein. Il y en a de plus en plus. Encore un oiseau qui vient du sud, un oiseau méditerranéen qui commence à s'inviter en Alsace-Bossu. Alors il y a quelques endroits où ils nichent, où on n'a pas le droit de dire où ils sont, mais il suffit de creuser un peu un gros talus pour qu'il s'installe. C'est un oiseau qui ne mange que des insectes qu'il attrape en vol, le guêpier d'Europe. Le moyen-duc, alors il y a toute la série des chouettes et hiboux, on les a en Alsace-Bossu. Hein. Du grand-duc au moyen-duc, au petit-duc,
au Trou-Duc. Voilà. Tout y est. Alors encore un animal que les gens entendent de temps en temps, pas en ce moment parce qu'ils dorment, mais dans les granges, etc., le loir. On le voit rarement parce qu'il n'aime pas la lumière du jour. Sauf quand il y a... Celui-là, j'ai réussi à le prendre. Ça devait être il devait vivre à l'envers, il devait pas dormir le jour. Il devait avoir des insomnies. Et donc, il avait une petite faim. Il est venu à la mangeoire pour manger. Quelques belles images, toujours, d'oiseaux. C'est toujours fabuleux de voir les images d'oiseaux. Le spectacle qu'ils nous procurent. Les parades du Milan Royal. Alors, on est encore la région française où on a le plus de Milan Royal. La Lorraine et l'Alsace-Bossu. La plupart des couples français vivent chez nous ici, quoi. Et si vous levez un peu les yeux, vous les voyez encore régulièrement. La queue en triangle. Qui dit grenouille dit serpent, forcément. C'est aussi la nature. Alors ça, c'est une image intéressante. Je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. C'est un couple d'oies sauvages. Alors ici, vous avez l'oie cendrée. Et ici, vous avez la l'oie naine. Alors, l'oie naine est partie de 6 couples en Europe. Il n'y avait plus que 6 couples en Europe. Et je crois que c'est les Finlandais ou les Norvégiens qui ont entrepris un programme de multiplication en ferme de l'oie naine pour la réintroduire dans la nature. Et donc, après, ils les ont lâchés. Et donc, je ne sais pas, mais les oies se lient pour la vie en général. C'est comme nous, hein, en principe. Hein. Donc, pour la vie, elles sont liées, le mâle avec sa femelle et la femelle avec son mâle. Et je pense que l'oie naine n'a pas trouvé de compagne ou de compagnon à part une noix. Et donc, elles faisaient ménage ensemble. Donc, une oie naine, une noix cendrée, ça donne un hybride. On ne sait pas si ça continue, mais en général, ça s'arrête là. Ce n'est pas les mêmes espèces. Mais elles paradaient ensemble, volaient ensemble en duo. Voilà. Une trouvaille, de temps en temps, pour ceux qui sortent. Voilà donc un vol, pour vous montrer, d'un couple d'oies sauvages. Alors elles viennent chez nous l'hiver, pas toujours longtemps, parce qu'elles sont attirées par le maïs. Elles adorent le maïs, à condition que les prés soient pas, enfin les champs ne soient pas retournés tout de suite. Et là, c'était le long de l'autoroute. Donc elles arrivent par milliers. Hein. Donc vous voyez là, le long de l'autoroute, la nature qui fait bon ménage avec l'autoroute et avec le maïs. Hein, comme quoi, pas être trop négatif non plus. Pourquoi l'autoroute? Les ornithologues se sont rendus compte que les oiseaux se dirigent certains avec les étoiles, d'autres avec le soleil, d'autres avec la lune, mais beaucoup se dirigent avec les grands fleuves, mais les grands fleuves, la nuit, c'est pas éclairé, comme les autoroutes. Et beaucoup d'oiseaux ont pris maintenant comme repère nos autoroutes. De jour, elles sont bien tracées, elles vont toutes dans le sud ou dans le nord, et à côté, il y a tout ce qu'il faut pour vivre, hein, pour faire les achats, pour manger, pour se restaurer, pour s'arrêter. C'est vraiment très bien. Donc l'oie en profite. Un tour chez des oiseaux que j'adore. Hein, je passe pas mal de temps avec ces espèces d'oiseaux, que ce soit le grand pic noir, ou ici le piquet pêche.
C'est pas compliqué. À partir du moment où vous mettez un filet de camouflage sur la tête, vous n'êtes plus un bonhomme. Et les oiseaux vous approchent. Bon, peut-être pas tous, hein, il faut aussi les habituer, quoi. Mais à partir de là, ils viennent à 50 cm. Puis vers l'autre jour, je l'avais entre les pieds. Parce que j'étais caché. Et alors on assiste à leurs occupations. Donc la principale, c'est chercher à manger, se chamailler, se voler dans les plumes. Oui, là il est à côté de moi, On a presque envie de le caresser. Mais bon. Là, il y en a deux qui se prise de bec, comme on dit. Hein. Mais là, c'est deux mâles. Hein. C'est pas elle et lui. C'est pas une scène de ménage. Le pique-mare, un peu plus petit. Bon, souvent, le mâle course la femelle, et la femelle, en même temps, teste les capacités du mâle. Hein. Ça, c'est clair. Mais bon, ce rouge et noir, cacheté dans la nature, ça saute aux yeux, hein, c'est joli. La pigrièche, encore un insectivore qui attrape des hannetons, qui attrape pas mal d'insectes et qui les empale sur les épines pour les manger un peu plus tard. Les chauves-souris, en Alsace-Bossuet, il y en a encore pas mal, dans les vieilles maisons. Donc elles utilisent les fissures, les vieux nichoirs. Et il faut des insectes, évidemment, hein, beaucoup de papillons de nuit. Alors un oiseau qui a tendance à disparaître un peu partout, le bouvreuil. Alors un oiseau de forêt. Pourtant, les oiseaux de forêt, on dit, ils ne sont pas impactés par la décroissance, par l'effondrement des populations. Et finalement, le bouvreuil, on n'en voit pas tant que ça. En Alsace-Bossuet, il y en a encore. Très commun, très familier, le rouge-gorge. Il suffit de bêcher son jardin pour l'avoir entre les pieds très vite. Elle s'intéresse aux vers de terre. Hein. Et en automne, il chante. Donc, beaucoup d'oiseaux commencent à chanter en automne. Et cherchent leur compagne ou leur compagnon en automne. Comme ça, c'est fait. Et on peut aller beaucoup plus vite au printemps. Salamandre. Alors, saviez-vous qu'elle a déjà pondu? Ça pond au mois de janvier. Bien sûr, il ne faut pas que l'eau soit gelée, mais c'est très très précoce. On croit qu'il est ici, il est déjà là-bas. C'est extrêmement vif et malin en plus. Mais bon, on arrive à les surprendre. Alors, l'animal de nos forêts, hein, on l'avait tous dans nos assiettes déjà. Il y en a beaucoup trop. C'est vrai qu'il ratiboise et il laboure le sol en permanence. Hier, on en a vu avec mon épouse, on était en forêt, on les a vus à quoi? Même pas 20 mètres. Elle n'était pas rassurée. Mais bon, quand ils viennent sur vous comme ça, et qu'il y en a un qui commence à labourer presque sous vos pieds, vous vous dites, bon, allez, je sors ou qu'est-ce que je fais? Alors qu'il sait très bien, il nous avait déjà senti, il savait très bien qu'on était là, quoi. Mais bon. Donc, ils ont de moins en moins peur aussi. Le tarier-pâtre, je vous l'ai déjà montré avant.
un bel oiseau qui aime bien montrer ses couleurs. Suffit de se cacher pour le voir, hein, de près. Qui se chamaille aussi avec son voisin pour lui dire que ici, tu es chez moi et reste chez toi. Ou le passage du traquet-moteux qui aime les cailloux, comme il y a pas mal de vieilles carrières, côté de Goumvillers, les calcaires des carrières de calcaire de pierre, vous avez automatiquement cet oiseau tout près, traquet-moteux. Et un des plus petits oiseaux, alors c'est un des plus petits oiseaux d'Europe, donc 7 grammes, c'est pas grand-chose, hein, le troglodyte. Par contre, c'est celui qui chante le plus fort. Alors, on ne peut pas le louper, hein, quand on entend un oiseau qui chante fort et qu'on ne trouve pas, ben c'est celui-là. Parce qu'on a du mal à le voir, il est tellement petit. Alors, je vous le dis quand même, parce que là on est entre adultes, c'est le seul oiseau qui a toujours la queue levée. Toujours, en permanence, toute l'année, 24 heures sur 24. Un papillon protégé au niveau européen, le cuivré des marais, qu'on trouve encore dans de nombreuses vallées d'Alsace-Bossu, que ce soit la vallée de Lich, la vallée du Neubach, la vallée de l'Eichel, il est encore bien présent. Heureusement, parce que les produits phytosanitaires le condamnent. Et la plante sur laquelle il se reproduit, donc que mange la chenille, c'est le rumex. En général, les agriculteurs mettent des produits pour éliminer le rumex, donc le papillon disparaît avec. Un autre phénomène, j'ai ramené 4 images que j'ai rencontrées depuis 2 ans. Comme il n'y a plus assez de fleurs et qu'il y a encore des abeilles et des abeilles sauvages, les petites abeilles butinent sur les pattes des abeilles plus grosses. Jamais vu avant. Encore une autre image. Donc vous voyez, cette abeille, elle a plein de pollen ici, et celle-là récupère le pollen pour se le mettre chez elle. Et elle n'arrête pas de la houspiller, elle dit hey, « elle va butiner de ton côté ». Eh ben non, elle butine de plus en plus sur les autres abeilles. Là, pareil, vous voyez, donc la petite abeille, un lasioglossum, ça niche dans le sol, là, dans le jardin. Comme il n'y a plus de fleurs, plus de mauvaises herbes, ben elles vont butiner là où il y a encore quelque chose, c'est-à-dire sur les autres abeilles. Pardon, je reviens en arrière, là, j'ai pas fait attention dans le noir. Voilà, donc cette petite abeille qui butine sur les autres. Et on arrive dans le monde des insectes. Dans le monde des insectes, plus de 50% sont parasites. Donc là, une abeille parasite. Donc parasite, c'est-à-dire profite du travail des autres insectes. Donc niche à leur place, comme les abeilles coucou. Ça, c'est une abeille coucou. Ça, c'est l'abeille mellifère, hein, donc qui produit du miel. Elle a aussi un coucou qui s'appelle l'homme, qui lui en pique une partie. Donc voilà. Les abeilles domestiques, première fleur du printemps qui est butinée, c'est souvent le saule, et qui sert également à récupérer la propolis pour désinfecter la ruche. Alors des abeilles, je vous ai dit, hein, il y en a plus de 300 rien qu'en Alsace-Bossu. Des noirs, des rouges, des jaunes, de tout ce qu'on veut. Hein. Toutes les couleurs, tous les panachages sont possibles. Alors, elles ne sont pas toujours énormes, elles font souvent moins d'1 centimètre, elles sont assez petites. La fleur, là, c'est la petite Véronique. C'est une toute petite fleur qui est une mauvaise herbe, hein, de votre jardin. Si vous ne faites rien dans votre jardin, un certain temps, vous aurez de la petite Véronique qui fleurit. Là, sur des scies de feuilles.
voyez, celle-là, comme elle est belle. Et la fleur en dessous, c'est une fleur de mûre, le roncier. Oui, voilà. Donc, ça butine là-dessus. La plupart sont spécialisés sur certaines espèces de fleurs, différentes andrènes. Un accouplement d'andrènes de Schenck. Alors c'est une abeille, enfin une image que j'aime bien montrer, parce que bon, c'est une fleur qui est très commune dans les prairies, où on trouve cette abeille. Et ici, vous avez la femelle qui est accouplée avec le mâle en dessous, et c'est que la femelle qui a un dard. Le mâle n'a pas de dard. Et là, il faudrait que je rapproche l'image, mais bon, on fera ça pour les spécialistes. Vous avez le dard qui est sorti, et le mâle s'en méfie énormément, parce que s'il se fait piquer, il meurt, hein, donc il est condamné. Et c'est un des moyens de défense, donc, des femelles, pour éviter les mâles qui les harcèlent. Il n'y a pas que dans les journaux hein, que les femelles sont harcelées et que les dames sont harcelées, mais dans la nature c'est pareil. Hein, donc, et là elles ont un moyen très efficace. Des antidis qui dorment sur des vesses. Donc ça c'est des mâles. Les mâles ne sont pas toujours acceptés hein, dans les galeries et dans les essaims. Par contre, donc, ils sont obligés de passer la nuit dehors. Ils font comme ils peuvent. Hein. Là, vous avez une antidie. Le mâle, son boulot, c'est de chasser tous les parasites. Donc là, il y a un parasite qui est arrivé, une abeille coucou qui vient prospecter, hop, il la prend et puis il la balance. Voilà. Ils ne font pas de demi-mesure. Alors il y en a qui sont noirs avec des points jaunes, il y en a qui ont des yeux bleus, il y en a qui ont des langues à aller à l'autre bout de la planète. Donc une fleur de trèfle avec une anthophore, ça ressemble déjà à un bourdon, ça butine en vol. Encore une anthophore. Alors c'est des grosses abeilles, hein. Vous voyez une fourmi ici. Et les fleurs sont visitées. Saviez-vous que dans une cuillerée à miel, tous les matins, si vous mettez une cuillerée à miel sur votre pain, ça a nécessité à faire le tour de la Terre pour une centaine d'abeilles durant leur vie. Et pour visiter, ça a été calculé, 60 000 fleurs. Donc les abeilles qui pèsent 0,08 grammes, un essaim fait 50 000 abeilles, fait à peu près 5 kilos. Vous voyez, donc une cuillerée à miel, les abeilles sont obligées de faire le tour de la Terre pour une cuillerée à miel. Et ça marche, hein, tous les ans, pas de souci, c'est fait. Il n'y a pas de grève, il n'y a rien. C'est tellement bien organisé que les chercheurs sont en train de se poser la question, comment se fait-il que quand il y a du mauvais temps, les abeilles s'arrêtent et comme elles ne vivent que 5 semaines, elles sont reprogrammées à l'envers parce qu'on leur met le compteur à 0 de nouveau et elles ont 15 jours supplémentaires de jeunesse pour repartir butiner dès que le soleil revient. Donc il y a une protéine qui existe ou une hormone qui fait que cette hormone provoque, donc on ne sait pas trop, cette cure de jouvence chez les abeilles, parce que si on trouve la molécule, je vous garantis que là on pourra faire de l'argent. Donc chaque fleur, aussi petite soit-elle, est butinée. Une abeille toute noire. Bon, par contre, celle-là, il n'y en a plus beaucoup, même en France. Hein. Donc, en Alsace-Bossu, là, il y a encore quelques carrières, on peut la trouver. Alors ça, c'est une araignée, j'ai mis l'image, parce que c'est trop rigolo, qui pêche.
Alors, si vous regardez bien, je ne vais pas rapprocher l'image, vous avez un fil qui va dans l'eau. Et dès qu'il y a quelque chose qui touche le fil, l'araignée plonge et l'attrape. Voilà. Quand je vous disais qu'il y en a qui sont vraiment belles, aux yeux bleus, et qui ramassent du pollen. Le pollen, c'est des protéines. Et le nectar, c'est du sucre. Le miel, c'est surtout du sucre. Et voilà un accouplement. Donc les abeilles sauvages, contrairement aux autres abeilles, il y a toujours mâle et femelle. Tout existe dans la nature. Alors ça, c'est un papillon. Il y a cette famille de papillons qu'on appelle les saisies, qui prennent des formes d'insectes pour les rendre mimétiques en faisant croire que c'est un insecte qui va piquer. Et les oiseaux, donc, du coup, les attrapent pas. Ça, c'est une guêpe qui est en train de piquer une sauterelle pour la donner à manger à ses larves. Alors, ça se passe de la manière suivante. Je l'ai déjà expliqué l'an dernier, mais je le répète. Donc, la sauterelle est piquée, paralysée. Elle est transportée en vol, parce que c'est lourd, mais ça ne fait rien. Elle arrive à le transporter en vol dans une galerie. Elle ferme elle pond un œuf, elle ferme la galerie, et la larve, enfin l'œuf donne une larve, et la larve va manger la sauterelle vivante. Ça va durer 3 semaines, alors que si elle avait tué la sauterelle serait desséchée, elle aurait, comme on dit, la viande pourrie et impropre à la larve, alors que la sauterelle, en restant vivante, pas besoin de frigo ni de congélateur, elle reste vivante et la larve, au fur et à mesure, la consomme. Et quand elle a terminé de la consommer, c'est cette guêpe qui ressort et le cycle continue, quoi. Alors pour les guêpes, c'est pareil, 300 espèces différentes de guêpes qui chacune sont spécialisées sur d'autres insectes. La guêpe, c'est carnivore, ça mange de la viande. Alors ça peut être de la viande de sauterelle, comme avant, mais ça peut être des mouches, ça peut être des moustiques, ça peut être du coléoptère, ça peut être des charançons, des pucerons, de tout. Voilà les coléoptères qu'on voit souvent chez nous, le lucane cerf-volant, mâle et femelle. Une menthe religieuse en train de pondre. Alors j'en avais 2 dans mon jardin l'an passé, là aussi, avec la canicule, le réchauffement climatique. Vous pourrez bientôt en Alsace-Bossu faire du Beaujolais, du Bourgogne. Donc il n'y a pas de souci, ça va venir. Les insectes sont déjà là. À chaque fleur, son espèce d'abeille. Des grandes, des petites. Alors celle-là, elle ne ramasse pas avec les pattes, mais elle ramasse avec une brosse ventrale. Le pollen qu'elle ramène dans leur galerie. Celle-là est spécialisée sur les chardons. Celle-là sur les inules. Celle-là dans les gesses. Je vais revenir sur la précédente. Les fleurs sont outillées. D'habitude, l'abeille vient comme ça. Elle appuie ici pour récupérer au fond du stipe ici le nectar. Mais à force de se faire brosser par le pistil de la fleur, parce que quand on ouvre ici, quand on appuie ici, là ça monte et ça sort et ça vient les embêter là sur les poils et leur accrocher donc le pollen pour l'emmener plus loin. C'est comme ça que la fleur se reproduit aussi. Et certaines abeilles donc viennent par le côté parce qu'elles en ont marre de se faire avoir, quoi. Encore une abeille avec des yeux bleus sur une pâquerette, des osmies.
donc ça va être bientôt, hein, mois de mars, dès que les jonquilles seront là, on sait que les premières abeilles vont commencer à s'accoupler et le cycle de la vie reprendra. Bien sûr, c'est près des fleurs que les mâles vont trouver les femelles, ou alors près des galeries qu'elles ont creusées ou qu'elles ont utilisées. Les parasites seront là aussi, hein, de toute façon. Les premiers papillons ont déjà commencé à voler dès qu'il a fait beau, 15 degrés là, la semaine dernière ou en début de semaine. Les premiers papillons commencent à voler. Bientôt, la prunelle qu'on a vue avant va refleurir. On reverra également le grand Mars. Alors ça a un énorme papillon tout bleu qui vit près des trembles et qui se nourrit sur le chèvrefeuille. Alors là où il y a du chèvrefeuille et des trembles, vous verrez du grand Mars. Par contre, pour la petite histoire, il aime bien voler toujours au sommet des grands arbres, et pour l'attirer en bas, c'est pas facile. Et alors j'ai vu que souvent, il n'y a pas que le chèvrefeuille qui l'intéresse, mais aussi tout ce qui est fesses de renard, fesses de gibier, etc. Donc dès qu'il y a quelque chose comme ça, il aime bien aussi récupérer des minéraux là-dessus. Voilà quelques images rigolotes de mon jardin, au niveau de la sauge. Alors plantez des différentes sortes de fleurs, vous aurez toute la cohorte des papillons et des insectes qui vont avec. Encore une saisie, hein, on a l'impression que c'est une guêpe ou quelque chose, mais en fait c'est un papillon complètement inoffensif. Encore une guêpe qui s'intéresse elle aussi aux criquets, cette fois. Donc les criquets, c'est des sauterelles qui ont des antennes très courtes, alors que les sauterelles en ont très longues. Même principe, hein. Les beaux papillons de forêt, Tecla du chêne, tout ne vit pas heureux non plus, hein. Si vous regardez bien, ça c'est une abeille relativement rare même, qui a terminé sa vie dans les crocs d'une araignée, complètement mimétique sur certaines fleurs. Alors la fleur, c'est de la moutarde. On arrive tout doucement vers la fin. Voici la plus grande abeille d'Europe, autrefois très commune autour de la Méditerranée, mais qui commence également à devenir très commune chez nous et qui adore ce genre de fleurs de la famille des glycines. Si vous avez une glycine chez vous, vous aurez automatiquement la visite du grand xylocope. Ça, c'est une abeille charpentière, hein, qui fait 4 cm, elle est énorme, et on la prend souvent pour un bourdon. Voilà le géranium qui pousse dans mon gazon. Voilà, on arrive tout doucement vers la fin. Après, je vais vous faire réfléchir un peu aussi. Alors, c'est des animaux que tout le monde connaît. Des paysages qu'on voit tous les jours. J'espère que vous les verrez avec d'autres yeux ou avec des yeux neufs. Alors, la rivière, c'est Liche, hein, bien sûr. Les arbres, faut aussi les considérer maintenant autrement. Ça, c'est du côté de Petersbach. Que les pommes de nos vergers, même si elles ne sont pas aussi belles que celles des supermarchés, ne sont pas moins inintéressantes et de toute façon bonnes à manger, délicieuses et contiennent toutes les vitamines qu'ont les autres. Alors, quelle solution pour aujourd'hui?
Pourquoi faut-il préserver ce patrimoine, tout ce qu'on a vu là, moi, je pourrais vous montrer des images pendant toute la nuit. Le chemin passera-t-il par moi? Alors, ça c'est la première chose à faire, on attend toujours des autres, ou de l'État, ou de la région, mais soi-même, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on veut un gazon aussi joli que celui-là, avec rien? Bon, de temps en temps, on tolère un truc qui passe. Est-ce qu'on veut une eau? Voilà, on y met un peu de pesticides, et puis les algues, là, de toute façon, elles vont disparaître, mais on aura d'autres problèmes. Ou est-ce qu'on veut une nature comme elle a toujours existé? Est-ce que dans son jardin, on tolère les mauvaises herbes? Est-ce qu'on plante que des thuyas autour de chez soi? Ou est-ce qu'on plante aussi des feuillus, et puis des arbustes qui donnent des graines, des fleurs, voilà. Donc, toutes ces questions, il faut se les poser aussi. Comment on va se déplacer? Est-ce qu'on va manger que du bio? Est-ce qu'on va continuer à manger de la viande comme on a toujours mangé? Donc tout ça, faudra se poser la question au fur et à mesure des jours qui viennent, des semaines qui viennent, des années qui viennent, parce que finalement, notre Alsace bossue, elle ne nous appartient pas. Elle appartient à la génération qui va venir. Qu'est-ce qu'on va leur laisser? Est-ce qu'on va les rendre attentifs également à tout ce que nous, on a pu y trouver? Qu'est-ce qu'on va leur transmettre? Comment on va leur transmettre? Donc, un tas de questions à se poser pour l'avenir, quoi. Alors, voilà, sur le village de Haute-Villers. En espérant peut-être vous croiser dans une de ces vallées. Je vous remercie. Je suis à vous pour vos questions.